Bonjour, alors aujourd'hui, comme promis, je tiens à vous présenter un bouquin, j'allais dire légendaire. En tout cas pour moi il l'était, parce que c'est un bouquin qui me faisait beaucoup rêver à la fin des années 80 et que je ne pouvais pas m'offrir. Et il se trouve que j'ai pu l'acheter à mon ami Daniel, coucou Daniel, pour une somme relativement modique, sincèrement. Et il s'agit en fait d'un bouquin qui retrace l'épopée d'Industrial Light and Magic, à savoir ILM, ou l'art des effets spéciaux, The Art of Special Effects with My Beautiful French Accent, de Thomas J. Smith, avec une introduction de George Lucas, aïe, ça fait mal. Et donc là, ça retrace quand même les 10 premières années d'existence d'ILM, qui aura été riche en événements et qui va ni plus ni moins que formater un petit peu justement l'épopée des effets spéciaux d'Hollywood et des films du monde entier en fait, hein, puisque à partir de Star Wars, et même si avant il y avait eu des films comme La planète des singes ou 2001 l'Odyssée de l'espace, à partir de Star Wars il y a eu comme un déclic dans le cinéma, à savoir que il semblait possible désormais de donner corps finalement à certaines idées parfois loufoques, parfois extravagantes, de faire de plus grosses explosions, de faire des vaisseaux spatiaux, de faire des décors de fous, de faire des créatures folles et finalement de réaliser des films absolument extraordinaires où les effets spéciaux allaient finalement aider le réalisateur ou le scénariste à donner vie à leurs idées. Et ça s'est vu sur pas mal de réalisations et c'est ce qu'on va voir là. Donc il s'agit d'un bouquin qui a été édité en 1986, hein, c'est quand même pas tout jeune, ça fait quand même, si je sais encore compter, 33 ans. Hein, voilà, et surtout c'est quand même 34 ans même puisqu'on est en 2020 et surtout donc ça a été publié finalement après la première trilogie, après la fin du Retour du Jedi, mais aussi après la sortie de quantité de films sur lesquels ILM a travaillé, que ce soit du Star Trek, que ce soit du Poltergeist, que ce soit mais quantité de choses complètement incroyables que l'on va pouvoir justement voir maintenant. Mais il s'agit que des 10 premières années, dites-vous bien cela, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites ces 40 dernières années avec ILM. En tout cas, donc, voilà ce livre qui, comme vous le voyez, est très épais, a un petit logo ILM, le vieux logo ILM, puisque c'est la boîte des idées, hein, donc qui est très luxueux et richement illustré. Et sans plus attendre, je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Ici, donc, quantité de choses qui me font dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir avec Explorers, Dragon Slayer, à savoir le dragon du lac de feu, Young Sherlock Holmes, c'est-à-dire le secret de la pyramide, enfin bon voilà. Mais sinon, donc, ici, ça indique qu'en 86, donc il fêtait en fait les 10 ans de la création et du lancement d'ILM. Voilà, donc les débuts, la première équipe. Rappelez aussi ce que ce sont que les effets spéciaux, quoi. Et ce qui est génial avec les Américains, c'est que contrairement à nous, ils ont une bonne mémoire de ce qu'est le cinéma, mais surtout savent reconnaître l'influence qu'ont eu certains Français sur justement tout cela. Et si pour la science-fiction, ils reconnaissent l'influence énorme qu'a eu Jules Verne sur quantité d'œuvres, hein, c'est d'ailleurs cité dans Retour vers le futur, c'est Georges Méliès qui est cité ici, là, et ça c'est juste formidable, quoi. Avec le voyage sur la Lune, etc. Donc la façon dont finalement le cinéma a su intégrer de faux décors, des effets, des maquillages,
des choses qui sont en fait totalement héritées de l'art de la scène et du théâtre, puisque de toute façon ces films étaient faits pour être passés justement dans des théâtres et étaient complétés par des décors sur scène ou d'autres acteurs sur place avec des effets pyrotechniques et évidemment de la musique. Mais voilà, c'est vraiment les tout débuts. Et là, on voit pas mal de noms qui, moi, m'évoquent énormément de choses, que ce soit John Dykstra avec sa Dixtraflex. Ici, tous ceux qui ont fait les miniatures, donc qui ont fait la renommée de la Guerre des Étoiles. Les props, comme ici le Landspeeder. Richard Edlund. Ralph McQuarrie avec les premières esquisses qui vont donner corps là aussi à ce qui va devenir la Guerre des Étoiles, donc Star Wars. Ces superbes illustrations qui ont certainement convaincu en dernier lieu la Fox de mettre de l'argent dans ce projet fou auquel personne ne croyait. Et d'ailleurs c'était tout à fait logique, hein, parce que d'ailleurs même pendant le tournage ils ne savaient pas trop où ils allaient. Mais voilà, ce qui fera la différence finale du film, ce sont les effets spéciaux avec notamment le Star Destroyer et le Blockade Runner au-dessus de la planète Tatooine, et un film qui débute directement avec des effets spéciaux et sur les chapeaux de roue, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, donc ils n'ont pas touché qu'à Star Wars, ils ont fait aussi les effets spéciaux de Star Trek, notamment à partir de Star Trek 2. Et là, c'est une scène de Star Trek 3 avec l'Excelsior qui part à la poursuite de l'Enterprise volée par son capitaine, le capitaine Kirk, pour la recherche de Spock. Ici, encore quelques croquis de Ralph McQuarrie, mais pas que. Ici, quelques miniatures pour justement savoir où aller pour le retour du Jedi, avec même différentes versions de Jabba, avec Joe Johnston, toujours du Ralph McQuarrie. Là, le Tauntaun, les différentes phases, là ça ressemblait plus à un gros rat, on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait. Les premières versions du AT-AT. Des doubles pages que j'adore, donc là avec la poursuite dans le champ d'astéroïdes. Un superbe matte painting représentant la cité des nuages de Bespin, qui d'ailleurs est reprise de la première version de l'Étoile Noire. C'est assez amusant. Hop. Là, c'est pour ça que ce livre m'intéresse énormément, c'est qu'il y a carrément un chapitre sur la construction des modèles de tournage. Donc là, la fameuse photo représentant George Lucas entouré des modèles de tournage, je n'ai jamais compris pourquoi le faucon était à l'envers, ni pourquoi l'étoile noire n'était pas non plus dans le bon sens, puisqu'en fait le modèle de tournage était dans le sens contraire de ce qu'on voit dans le film, il faut le savoir. Mais là, on voit donc la construction du B-Wing, d'un Star Destroyer, là encore l'équipe de réalisation de ces fameuses maquettes avec plein de noms légendaires, que ce soit Dave Carson, Lon Peterson. Alors Lon Peterson, c'est quand même l'auteur de bouquins absolument fabuleux justement sur tout ça. Je ne vais pas tous les citer, j'ai du mal à les lire de toute façon. Mais là, vous voyez là, la réalisation du Super Star Destroyer, là, des miniatures qui ont servi à la scène d'envol des enfants dans E.T. Là, la réalisation du galion qu'on voit dans Goonies. Ça, on aura deviné évidemment qu'ils ne l'ont pas fait en taille réelle, complet, sur la scène de tournage, mais sur le plateau de tournage, mais voilà. Donc là, il parle déjà de Goonies. Ça, je pense que ça devait être pour le retour du Jedi, notamment les scènes de combat avec les Ewoks et de destruction de quelques Scoutwalkers. Ici, on voit
Donc des scènes absolument fabuleuses d'un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas exempt de défauts, mais qui me rappelle de bons souvenirs, qui datent, si je me rappelle bien, de 87, donc ça venait de sortir quand le bouquin est sorti. Il s'agit de Explorers. Ici encore, la comparaison des échelles et des tailles des modèles de tournage. Là on voit par rapport à une toute petite pièce américaine la taille du faucon, vraiment très bien détaillé. Et là d'un tout petit Y-Wing, là encore une scène issue de Explorers, ou encore ici, c'est encore Explorers, voilà. Mais sinon, il y avait donc les modèles de tournage qui avaient été faits pour E.T. avec le vaisseau des extraterrestres. Hop, une double page, qu'est-ce que ça nous réserve? Là, c'est l'attaque de la seconde étoile noire dans le Retour du Jedi. Une scène que je vais me faire un plaisir de faire en miniature, puisque j'ai une maquette du faucon qui ne demande que ça. Ici, ça c'était la représentation d'une station orbitale dans Star Trek 3. Là, vous avez donc ce qui a servi à éclairer justement le vaisseau, c'est-à-dire des néons, et ensuite sur une base transparente qu'il suffisait de repeindre, et ensuite soit c'était masqué, soit c'était gratté pour laisser passer la lumière. Là, ici, des scènes absolument fabuleuses d'un film que j'aime beaucoup, qui est Poltergeist. Donc la fameuse station orbitale, là on voit aussi que c'est totalement éclairé avant d'être peint. Ça permet de faire tous les petits détails, toutes les sources lumineuses de ce modèle de tournage, sans avoir à mettre des kilomètres de fibre optique ou d'ampoules qui risquent de griller au moment du tournage. Donc là, portrait de Lon Peterson justement, Steve Gollet aussi, encore vous voyez, des néons là pour le Superstar Destroyer. Là, bien évidemment, ILM était impliqué dans la réalisation des miniatures de Retour vers le futur, et là, notamment, c'était pour Retour vers le futur 2. Peut-être même la miniature faite de la fin de Retour vers le futur 1, qui date de 85. Donc, les créatures ILM, alors évidemment, Star Wars, il y en avait quantité. Là, vous avez Salacious Crumb. Là, vous avez la réalisation du garde gamoréen. Là, c'était le peu qu'on voyait de la créature dans le compacteur d'ordures de l'étoile noire. Là, une des nombreuses créatures qu'on voit dans le palais de Jabba, ou en tout cas on la voit à peine. Nien Numb, avec très certainement son créateur, peut-être même l'acteur, savoir apparemment ils disent que c'est Dave Carson. Là, des créatures absolument fabuleuses, encore une fois, dans Poltergeist. Et là, vous voyez que pour obtenir cet aspect finalement éthéré, c'était entre guillemets tout simple. Ils ont fait un modèle de tournage qui était animé dans l'eau. C'est-à-dire que toutes ces fibres, etc., qui apparaissent ici sur ce spectre, sur ce Poltergeist, est dû en fait au fait que c'était animé dans l'eau. C'est juste fabuleux. Ce qu'ils ont fini par faire aussi avec leur encore au début, ça devait être une créature portée comme un costume façon Godzilla. Et finalement, ils ont abandonné cette idée, cet aspect, ils ont fait une vraie marionnette, ce qui a permis d'échapper aux proportions humaines, ce qui est pas plus mal. Mais du coup, c'est à la fois animé en image par image et animé comme une marionnette, avec des pistons, etc. C'est pour ça que on voit leur encore écraser un os et surtout avoir de la bave qui pend et qui s'anime toute seule, puisque effectivement elle est animée toute seule, mais sinon c'est animé un petit peu comme les marionnettes finalement de la Jim Henson Company, comme ils ont pu le voir certainement avec des choses comme Dark Crystal ou tout simplement Yoda. Ici, les fabuleux effets de la fin de Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Ici, une créature qu'on aura du mal à reconnaître immédiatement si on n'a pas subi les films des Ewoks, mais on la voit aussi dans l'attraction Star Tour, supposé qu'elle y est encore avec la nouvelle version. Là, le Wampa.
Stop and go motion, voilà, c'est toute la différence. Le stop motion, c'est donc l'image par image. Le go motion, c'est à la fois de l'image par image, mais surtout des scènes qui sont réfléchies pour faire des mouvements rapides et faire en sorte que non seulement ça aille un peu plus vite, mais ça fasse plus réaliste. C'est ce qu'ils ont fait sur le AT-AT, les AT-AT en fait, de l'Empire contre-attaque. Voilà, ça c'est une scène et une image qu'on a vue souvent dans des documents de promotion. Là, Phil Tippett qui travaille justement sur l'animation de AT-AT, donc de la fameuse scène de l'attaque sur Hoth. Ici on voit d'ailleurs tous les éléments qui ont servi à la création des AT-AT en miniature. Ici, la miniature créée pour faire la scène image par image du Tauntaun. D'ailleurs, c'est pas forcément la plus réussie, mais c'est parce qu'en fait ils étaient très en retard et voilà, ils ont fait ça un peu à la dernière minute et ça explique peut-être aussi la qualité toute relative de la scène. Ici, une image tirée d'un film et encore Phil Tippett qui justement dirige tout cela. L'animation absolument géniale d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Dragon du Lac de Feu. En anglais, c'est Dragon Slayer. Et c'est un film de dark fantasy, n'ayons pas peur des mots, qui en plus a été, sinon produit, sinon distribué aux États-Unis du moins, par Disney. Et c'est un film qui est vraiment étonnant, du début des années 80, et le dragon est absolument magnifique et aura certainement influencé le dragon qu'on voit d'ailleurs dans le Hobbit. Beaucoup diront que c'est un wyvern et pas un vrai dragon puisqu'il n'a pas 4 pattes, donc 2 pattes avant et 2 pattes postérieures et des ailes, mais uniquement des ailes et des pattes postérieures. Mais moi je le trouve très très beau, vraiment très très beau. Donc là on continue sur Dragon Slayer, avec le dragon qui d'ailleurs au sol, quand il ne vole pas, marche un petit peu comme pourrait marcher une chauve-souris. Et donc là c'est l'armature en fait du Rancor du Retour du Jedi, qui a été animé donc par Phil Tippett. Mais il y a aussi de nombreuses scènes où on voit pas que ce sont des miniatures, mais c'est quand même assez formidable. Ils ont fait en fait des miniatures pour la scène de poursuite dans les mines du second film d'Indiana Jones, qui est certainement pas mon préféré, mais c'est vrai que la scène de poursuite avec les wagonnets, c'est quand même assez fabuleux. Portrait de Phil Tippett ici. La photographie pour ce qu'ils appellent des miniatures. Donc effectivement, ça coûte cher de faire des décors taille réelle. Donc faire des miniatures, ça baisse les coûts, mais surtout ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des choses de grande taille. Et là par exemple, il s'agit de la destruction de la maison dans Poltergeist. Et c'est ce qu'on voit justement ici, à la fin du film. Et donc c'est rigolo, c'est une photo avec ce qui a été envoyé à Steven Spielberg, c'est en fait ce qui reste de la maison pour cette fameuse scène, donc ça lui a été envoyé comme ça. Là il y a des effets de lumière et de fumée, là comment ils ont fait finalement la tornade qu'on voit au début du film, les explosions, enfin voilà. Là c'est E.T., c'est quand même un des films qui a aussi le plus bouleversé non seulement le public mais aussi Hollywood, puisque là il était possible de montrer que la poésie existait dans les films d'effets spéciaux, c'était faisable. Steven Spielberg l'a prouvé avec l'aide d'ILM. Là, une scène iconique de E.T. en train de découvrir une ville humaine. Et on le devine bien évidemment que cette ville n'a pas été filmée telle qu'elle. En fait, c'est un matte painting. Et en plus, c'est éclairé, donc ça permet de faire des effets non seulement visuels, mais de lumière absolument fabuleux. Et là, ça explique comment on peut aussi faire certaines scènes avec ce qu'on pourrait appeler du compositing, avec différentes couches en fait d'éléments filmés qui permettent de donner une profondeur à l'image. Et là, c'est ce qu'ils ont fait notamment pour un château qu'on voit dans le film des Ewoks. Et là pareil, la scène d'inondation des mines d'Indiana Jones 2. Au moment où ce livre est sorti, le 3e Indiana Jones n'était pas encore sorti, donc voilà, ils vont forcément parler que du 2e. Là, des effets et des explosions pour le 2e film de Star Trek, voire peut-être le 3e, Star Trek 2, Genesis Sequence, oui. C'est donc le 2e. Ici, des explosions avec la barge de Jabba dans le Retour du Jedi, l'espèce d'antenne qui envoie
de l'énergie et un champ de force sur la deuxième étoile noire dans le retour du Jedi. Et là, des effets de nuages faits avec du coton, en fait, dans Explorers. Et ça, ce sont toutes les scènes avec les miniatures qui ont été finement réalisées, justement, pour préparer la scène, finalement, d'inondation de la mine. Là, on a Dennis Muren qui est en train de programmer, entre guillemets, l'ordinateur avec la caméra pour filmer correctement un Star Destroyer. Là, certainement une des scènes que j'aime le moins du deuxième film d'Indiana Jones, à savoir l'avion qui arrive dans les chaînes himalayennes. J'ai trouvé ça mais d'un ridicule rarement atteint. Ken Ralston, Matt Painting. Donc là, je vous en avais souvent parlé, mais là on voit par exemple la Matt Painting d'une scène du Retour du Jedi. Ils ont un petit peu trop utilisé d'ailleurs dans le Retour du Jedi. Ça, c'est sympa, mais du coup ça se voit un petit peu trop. Là encore un matte painting pour Indiana Jones, mais là on a un superbe matte painting qui représente le Londres de la fin du 19e siècle avec Young Sherlock Holmes, donc Le secret de la pyramide, film que j'aime beaucoup. Là, des décors et encore des matte painting pour le Retour du Jedi, mais aussi là pour Star Trek 3. Avec le retour de l'équipage de l'Enterprise sur Vulcain, sur le mont Célia. Là, une scène qui n'a pas été utilisée dans le Retour du Jedi, je ne sais même pas si elle existe dans les nouvelles versions Blu-ray ou quoi, mais normalement ça devait montrer le X-Wing et le Faucon posés sur Tatooine, et là très certainement Luke dans la vieille maison d'Obi-Wan Kenobi, ou peut-être même une caverne où normalement Luke était supposé fabriquer son sabre, son futur sabre de Jedi, et le confier à R2-D2. Là encore un matte painting d'Indiana Jones 2. Ça, c'est certainement le matte painting le plus emblématique qui soit du premier film, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec donc un hangar rempli à l'infini de caisses, certainement rempli de secrets enfouis par le gouvernement américain. Une scène qui doit certainement ravir les complotistes de tout poil, et où donc passe un vieil homme qui pousse donc la caisse avec l'arche d'alliance. Et ça, c'est juste génial. Alors là, on voit à quel point c'est précis. D'ailleurs, les matte painting ne sont pas forcément faits sur des toiles. C'est souvent fait sur des surfaces vitrées, transparentes, pour pouvoir justement parfois filmer directement sur place pour compléter l'image. C'est-à-dire qu'on sait que ça va compléter tel ou tel endroit, et donc il laisse des ouvertures sur la surface transparente du matte painting pour pouvoir filmer en direct. Mais ça, c'est certainement les vieilles méthodes. Je pense qu'ensuite, tout simplement, ils ont fait du compositing avec des choses qui étaient tournées à part, comme ici par exemple. Il y avait donc des personnes qui étaient filmées presque en silhouette devant des feux de camp pour pouvoir être mis dans des décors réalisés en peinture du village des Ewoks. Donc là, ça parle aussi des effets dans les films des Ewoks, parce que les films sont mauvais, mais les effets sont quand même là, et sont parfois assez sympas. D'ailleurs, là, ils n'ont pas parlé des créatures des films des Ewoks, c'est d'ailleurs assez dommage, mais il y a des créatures qui apparaissent dans le deuxième film des Ewoks, qu'on retrouve notamment dans la série The Mandalorian. Là, donc, des matte painting, là du Retour du Jedi, ici de l'Empire contre-attaque. Là, c'est quand même fou de se dire que cette scène de l'arrivée de l'Empereur, ou même de Dark Vador sur la deuxième étoile noire, en fait l'essentiel des troupes sont finalement des personnages peints.
Là, je crois que c'est même Ralph McQuarrie qui fait ce matte painting d'une partie de Bespin. Chris Evans. Avec de superbes décors ici de la Lune des Dors et de l'arrivée de la navette impériale qui se pose pendant qu'un AT-AT amène Luke vers Dark Vador. Cette scène est absolument magnifique. Et puis en plus, c'est vrai qu'on voit l'étoile noire au-dessus. Voilà. Animation et effets spéciaux. Donc les effets pour les sabres laser, les effets d'éclair de l'empereur, les effets d'éclair aussi dans Indiana Jones à la fin du premier film, les effets d'éclair sur le dragon du lac de feu. Le compositing. Donc comment faire en sorte que ça, plus éventuellement une planète derrière et des effets lumineux derrière puissent fonctionner. Ou même donc l'insertion d'objets qui ne sont pas tournés au moment du tournage de la scène, avec notamment une scène en fond ici. La bataille de Star Trek 2. Tout simplement l'insertion des speederbikes et de leurs pilotes dans la forêt de la Lune d'Endor. La bataille de Retour du Jedi. Une superbe scène avec la station orbitale de Genesis au-dessus d'une lune morte. Là, en fait, une scène d'un film que j'aime beaucoup mais que j'ai pas vu depuis très longtemps qui s'appelle Cocoon. Voilà, donc ça explique tout, en fait. Les différentes couches nécessaires pour faire donc tous ces effets visuels. Là, je crois que c'est pour... voilà, c'est ça, c'est pour Enemy Mine. Un film qui a un petit peu vieilli, mais que j'aime beaucoup. Et là, c'est le début donc de ce qu'on considère comme tout à fait normal maintenant, 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard. C'est ce qu'ils appellent les digitized movies, donc littéralement des scènes faites en fait avec de l'image de synthèse. Donc là, c'était l'étoile noire, la deuxième étoile noire représentée dans le Retour du Jedi. C'est 1983, n'oublions pas. Il y a évidemment la scène de Genesis faite sur ordinateur, entièrement sur ordinateur dans Star Trek 2, ce qui était une petite révolution visuelle à l'époque. Toujours l'étoile noire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous conseille de voir la chaîne de mon ami Gorkab, donc avec son émission CGM, sur justement l'origine des images de synthèse dans le cinéma. Il y a des choses à voir et à découvrir. Les débuts de Pixar, qui d'ailleurs faisait partie d'ILM, enfin de Lucasfilm, les deux, je sais plus. Hop, donc de l'ordinateur. Là, image de synthèse dans Young Sherlock Holmes, donc le secret de la pyramide, avec des vitraux qui prennent vie et qui s'animent. Les premières... la première décennie d'ILM. Donc un petit retour sur tout ça. Star Wars, l'Empire contre-attaque, Dragon Slayer, vous voyez. Indiana Jones, La colère de Khan, Star Trek 2, Poltergeist, E.T., Le Retour du Jedi, à la recherche de Spock. Ça veut dire que quand même, début des années 80, ils ont été très occupés chez ILM, hein, très clairement. Le Temple maudit. Premier film des Ewoks, Starman, Les Goonies, Retour vers le futur, Cocoon, Explorers, Young Sherlock Holmes, le deuxième film des Ewoks, Enemy Mine, et voilà. Et c'est même suivi d'un glossaire très pratique. Voilà.
Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'estime que ce livre est important. Voilà. Donc vous en savez un petit peu plus. Maintenant, c'est vrai que comme ce livre date de 1986-87, et forcément, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Mais ça, c'est contenu dans d'autres livres que j'espère vous présenter bientôt. Mais reste que, voilà, je suis très content d'avoir ce bouquin qui est riche d'enseignements, qui est riche de portraits, qui est riche de documentation. Et voilà, c'est un livre qui a tout à fait sa place dans ma bibliothèque. Et vous aurez compris que ma bibliothèque est très fournie. Voilà, désolé, c'était encore un peu long. J'espère cependant que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais 2960, c'est juste formidable. Vous allez m'obliger à faire une vidéo spéciale 3000 abonnés, beaucoup trop tôt par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est juste génial, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.